journal sur MTV+, voici les titres. Au Cameroun, les secteurs pétroliers et gaziers génèrent 614 milliards de francs CFA comme recette à fin octobre 2022. Et puis, pour la CEDEAO, l'intégration, la paix et la sécurité sont des priorités entre 2022 et 2026. Nous terminerons ailleurs dans le monde avec le climat européen pour lequel une taxe de carbone a été adoptée. Bienvenue. Selon le conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures au Cameroun, SNH, les recettes d'hydrocarbures ont atteint 614,2 milliards de francs CFA à fin octobre 2022, en hausse de 91,03% par rapport à la même période de l'année 2021. Néanmoins, la production nationale de pétrole a baissé de 2,82%, tandis que celle du gaz naturel a augmenté de 8,12%. Les détails, c'est dans ce reportage. Malgré la légère baisse de 2,82% enregistrée dans la production nationale de pétrole du pays, le Cameroun a engrangé des recettes d'hydrocarbures d'un montant de 614,2 milliards de francs CFA entre janvier et octobre 2022. Quant à la production de gaz naturel, elle a connu une hausse de 8,12%. D'après la Société nationale des hydrocarbures, cette embellie est attribuable à l'augmentation des cours du pétrole et du dollar, devise de commercialisation des hydrocarbures. Dans tous les cas, le secteur pétro-gazier reste pour un pays un fleuron national. Il est en quelque sorte le poumon économique de la nation et est tenu par ses exigences de pouvoir fournir ce qu'il faut comme recette au pays pour pouvoir se développer sereinement. Et dans le cas du Cameroun, la SNH joue pleinement son rôle en offrant au gouvernement la part qu'il faut pour que les autorités puissent mener à bien le projet de développement économique. En plus de cette importante mobilisation des ressources pétro-gazières, la SNH a versé à l'État camerounais 15 milliards de francs CFA de dividendes, 9,13 milliards d'impôts sur les sociétés ainsi que divers autres impôts et taxes chiffrés à 3,426 milliards de francs CFA. Et au-delà de tout, il faut aussi bien reconnaître que la SNH fait aujourd'hui preuve d'une gouvernance pétrolière exemplaire qui contribue à cette embellie financière que l'on constate au niveau de l'économie pétrolière camerounaise. Avec les résultats enregistrés sur les 10 premiers mois de l'année 2022, la Société nationale des hydrocarbures se positionne comme un catalyseur de développement pour le Cameroun. En République démocratique du Congo, le M23 est accusé d'avoir exécuté, violé, pillé au moins 131 civils en représailles à des affrontements avec des groupes armés dans les deux villages de l'Est de la RDC les 29 et 30 novembre 2022. Des responsables à Kinshasa ont déclaré environ 300 personnes tuées lundi dernier dans la province du Nord Kivu. Selon l'enquête de l'Organisation des Nations Unies, 112 hommes, 17 femmes et 12 enfants ont été tués au cours d'actes de représailles contre les populations civiles dans la province du Nord Kivu, à l'est de la RD Congo, en proie à de violents affrontements entre différents groupes armés. Les victimes ont été exécutées arbitrairement par balle ou à l'aide d'armes blanches, précise la MONUSCO dans un communiqué. 8 personnes ont par ailleurs été blessées par balle et 60 autres enlevées. Au moins 22 femmes et 5 filles ont été violées. Ces meurtres, violences et viols perpétrés depuis des années et qui aujourd'hui a été confirmé que le Rwanda est derrière, se passent sous les yeux de la communauté internationale qui met dans la zone une force d'interposition. Alors que face à une agression, on devrait convertir la force en force de défense. Je ne sais pas pourquoi les Nations Unies n'arrivent pas à protéger les populations qui sont agressées par des éléments d'un autre pays. Ça ne s'appelle plus guerre civile, dans ce cas, ça s'appelle guerre. Ces violences s'inscrivent dans le cadre d'une campagne de tuerie, de viol, d'enlèvement et de pillage contre ces deux villages du territoire de Rutshuru en représailles aux affrontements entre le M23 et l'Armée démocratique de libération du Rwanda et d'autres groupes armés, poursuit le communiqué. On observe, on regarde des populations qui, dans une sorte de colonie de peuplement par les Rwandais et leurs forces sombres, je dirais, commettent des massacres sans que rien n'y puisse être fait. Près de 200 personnes victimes de cette atrocité est intolérable.
Plusieurs initiatives diplomatiques ont été lancées, notamment par la communauté de l'Afrique de l'Est, pour apaiser les tensions dans l'est de la RDC. L'organisation a décidé de constituer une force régionale avec des militaires kenyans déjà présents à RDC et a entamé une nouvelle session de pourparlers de paix à Nairobi, mais sans la participation du M23 que le gouvernement congolais considère comme un groupe terroriste soutenu par l'État rwandais. Le Rwanda, de son côté, dément ces accusations. Afin de mieux renforcer sa gouvernance politique et institutionnelle, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est nouvellement dotée d'un plan stratégique pour les 4 années à venir. Ce document, présent en marge de la 2e session ordinaire du Parlement de la CEDEAO, comporte 4 piliers fondamentaux. Plus d'explications dans cet élément. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a élaboré un plan stratégique pour les 4 années à venir de 2022 à 2026. Il a été présenté par le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Aliou Touré, au Parlement de la CEDEAO le 8 décembre 2022. Le déroulement de ce plan va permettre à l'institution de parvenir au renforcement de la paix et de la sécurité à l'échelle régionale, à l'approfondissement de l'intégration, à l'instauration d'une bonne gouvernance et au développement inclusif et durable. L'objectif est d'œuvrer pour la prospérité partagée de la communauté. Les 4 piliers constituent les recommandations faites lors de la dernière mission d'évaluation par rapport à l'efficacité des organisations régionales. Donc on peut déjà comprendre aujourd'hui qu'il y a une volonté, une certaine dynamique du côté de l'institution d'Abuja d'aller très vite en essayant de prendre en compte les aspirations les plus profondes des populations pour une institution qui, en 2025, fêtera ses 50 ans. Lorsqu'on fait un bilan mais parcours, cette organisation a réussi de nombreux chantiers. Malheureusement aujourd'hui, sur le chantier des réformes politiques institutionnelles, en moins d'une décennie, nous avons constaté de nombreuses ruptures constitutionnelles dans notre zone, y compris également des prolongements de mandats. La crise économique, la paix durable, l'instabilité constitutionnelle dans certains pays de la CEDEAO sont les enjeux qui ont conduit à l'élaboration du plan stratégique 2022-2026. En outre, l'atteinte de ces différents objectifs stratégiques reposerait sur le renforcement des compétences des institutions pour les rendre capables et l'instauration d'un partenariat équitable. Donc aujourd'hui, la véritable exigence aujourd'hui, c'est de restaurer la confiance entre les populations et les chefs d'État, en essayant notamment d'aller vers une gouvernance vertueuse au plan démocratique pour pouvoir permettre évidemment à toutes ces réformes, dans le cadre du plan stratégique, de pouvoir s'opérationnaliser dans un délai à bref terme. Dans le cadre du principe de la solidarité, l'Union africaine a délégué toutes ses compétences territoriales à la CEDEAO. Donc si rien n'est fait, nous allons assister malheureusement à cette contestation vermineuse que nous avons connue depuis quelques années par rapport à la CEDEAO. Par ailleurs, l'environnement macroéconomique de la CEDEAO sera caractérisé par un ralentissement de la croissance économique estimé à 4% en 2022 contre 4,2% en 2021 et un taux d'inflation record atteignant 11,11% en 2022 contre 9,3% en 2021. Au sud de l'Afrique, rénover des vieux fauteuils roulants et les transformer en moyens de transport tout-terrain adaptés aux escaliers pour améliorer la mobilité des personnes en fauteuil roulant, c'est le travail abattu par un jeune sud-africain qui s'est fait une place sur le marché international. L'invention d'un jeune entrepreneur d'Afrique du Sud contribue à améliorer la mobilité des personnes en fauteuil roulant. Ernest Mongezi Majenge est connu sous le nom de docteur en fauteuil roulant. Il remet à neuf de vieux fauteuils et les transforme en moyens de transport tout-terrain adaptés aux escaliers. Il faut 24 heures à cet entrepreneur pour assembler toutes les pièces nécessaires à chaque produit de mobilité. Le secret du fauteuil roulant, ce sont les roues. Le fauteuil roulant existe depuis des années, mais nous avons seulement changé les roues qui ont des roues en étoile. Nous pouvons aussi le transformer en roue circulaire normale pour qu'il puisse être utilisé sur une surface plane. Il s'agit de 2 roues en une. Les fauteuils roulants tout-terrain de M. Majenge sont déjà sur le marché international, la France étant le premier pays à prendre des commandes. D'ici 1 an, il espère fabriquer 10 000 fauteuils roulants.
Jusqu'à présent, nous pouvons fabriquer 4 fauteuils roulants par jour et cela dépend de la commande que nous recevons, car il s'agit d'une nouvelle entreprise en démarrage. Du côté des rubis, il y en a eu 5 qui ont été vendus en France et en Afrique du Sud, il n'y en a eu que 4. Si l'innovation dans la fabrication des fauteuils roulants est un pas en avant pour promouvoir la mobilité, certains fabricants et consommateurs considèrent qu'un problème persiste et il s'agit de l'étiquette de prix. De toute évidence, nous voulons des fauteuils roulants solides et durables, mais nous ne voulons pas en payer le prix. Nous aimerions donc que l'innovation permette de réduire le coût et en ce qui concerne l'entretien, quelles que soient les innovations, il faut qu'elles soient faciles à entretenir et que les pièces soient interchangeables. En Afrique du Sud, les fauteuils roulants peuvent coûter entre 200 et plus de 10 000 $ américains. Les innovateurs comme Ernest Mangezi Madjenge pensent qu'il existe un marché pour des fauteuils roulants de haute qualité, plus abordables. Nous le disions au titre, une taxe carbone, c'est la mesure adoptée par l'Union européenne à ses frontières. Ce dispositif soumettra les importations des secteurs les plus polluants aux standards environnementaux. C'est l'une des mesures phares pour accélérer la décarbonation de l'industrie du vieux continent. L'Union européenne adopte une taxe carbone à ses frontières. Un dispositif unique au monde qui soumettra aux standards environnementaux européens les importations des secteurs jugés les plus polluants, comme l'acier, l'aluminium ou les engrais. Entre autres, les industriels sont tenus d'acheter des droits à polluer. Avec l'envolée du prix de la tonne de CO2, l'idée principale est d'éviter un dumping écologique qui verrait les industriels délocaliser leur production hors d'Europe, tout en encourageant le reste du monde à adopter les standards européens. Une période test commencera dès le mois d'octobre 2023, durant laquelle les entreprises importatrices devront simplement rapporter leurs obligations. La date de mise en œuvre définitive sera quant à elle progressive. Elle dépendra notamment de pourparlers sur le reste de la réforme du marché carbone de l'Union européenne qui auront lieu en fin de semaine. C'est la fin de cette édition de l'actualité sur MTV+. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.